Le bruit sourd et monotone du générateur m'accompagne depuis des heures interminables, comme un rappel constant de notre fragile survie. Je suis assis sur une vieille chaise en plastique qui grince sous mon poids, une lampe torche posée à mes pieds. Elle oscille doucement, au rythme du souffle irrégulier de la ventilation. Ce bunker n'était jamais censé être un refuge. C'était mon atelier, un endroit improvisé où j'empilais outils, planches de bois et vieilleries inutiles. Aujourd'hui, cet endroit bancal est tout ce qui nous protège de l'apocalypse qui gronde là-haut. Ma femme, Marie, dort dans un coin sombre du bunker, son souffle presque inaudible. Elle est allongée sur un matelas usé que nous avons récupéré à la hâte dans le grenier avant de nous barricader ici. Thomas, notre fils, est blotti contre elle, une couverture trop fine pour vraiment le protéger du froid. Il n'a que 10 ans, mais les événements des dernières semaines l'ont marqué comme s'il en avait traversé 30. Ses joues, autrefois rebondies, ses yeux pleins de vie, tout a disparu. Maintenant, son regard est fixe, vide. Ses jouets favoris et ses œufs en chocolat, qu'il réclamait toujours avec enthousiasme, ont été remplacés par des galettes fades, des restes de boîtes de conserve, des miettes d'espoir. Les rations diminuent à une vitesse alarmante. Chaque bouchée que je prends me donne l'impression d'arracher quelque chose à Thomas, un fragment de son avenir. Ça me broie de l'intérieur. Marie essaye de cacher son inquiétude, mais je vois bien ses gestes nerveux, son regard qui fixe les provisions restantes, comme si elle pouvait les multiplier par magie. Le générateur ronronne encore, mais chaque jour son souffle devient plus faible, plus irrégulier. L'essence s'épuise, tout comme notre espoir. Chaque seconde ici est une bataille contre l'invisible. Quand je regarde les murs de ce bunker, je me rappelle pourquoi je l'avais construit, pour bricoler, pour rêver à des projets que je ne finissais jamais. Maintenant, c'est une cage. Une prison de fortune où chaque bruit, chaque grincement devient une menace. Pourtant, c'est la seule chose qui nous garde en vie. Mais pour combien de temps encore ? Le bunker est un lieu sombre et étouffant. Les murs suintent d'humidité, les gouttes d'eau glissant le long des surfaces craquelées. L'odeur de moisissure, mêlée à celle du métal chaud du générateur, est omniprésente. Les objets empilés autour de nous semblent presque menaçants, leurs ombres dansantes projetées par la faible lumière oscillante de la lampe torche. Ce lieu, que je connaissais autrefois comme un espace familier et créatif, est devenu un tombeau en sursis. Je revois encore les semaines qui ont précédé l'explosion. Les journaux débordaient d'articles alarmants, des gros titres criards à la une. J'avais ri de ces prédictions apocalyptiques, persuadé qu'elles n'étaient qu'un moyen de vendre plus de journaux, de maintenir les gens en haleine avec des peurs irrationnelles. Puis il y a eu les sirènes, ce son strident qui déchirait le ciel. Les écrans de télévision en rouge clignotant, avertissant que l'impensable était devenu réel. Je n'avais jamais imaginé que la guerre frapperait aussi près de chez nous. J'avais improvisé ce bunker dans un accès de panique tardive, bricolé des étagères pour stocker quelques provisions, installé un générateur d'appoint. Ce n'était qu'une ébauche, une mesure d'urgence que je n'avais jamais cru devoir utiliser. Et pourtant, c'est ici que nous avons survécu, pour l'instant. Mais à quel prix ? Chaque décision que j'ai prise me semble aujourd'hui être une erreur. Pourquoi n'ai-je pas écouté les signaux ? Pourquoi n'ai-je pas cherché un lieu plus sûr ? Ces questions tournent en boucle dans ma tête, mélange étouffant de regrets et de culpabilité. Je me rappelle encore la panique des premières heures, les routes bloquées, les files interminables aux stations-service, les visages des voisins qui chargeaient frénétiquement leurs voitures, et moi, incapable de décider si nous devions fuir ou rester. Ces images hantent mes nuits, tout comme le bruit sourd de cette explosion initiale, suivi du silence écrasant qui a tout englouti. Le chaos de ces moments revient parfois comme un cauchemar éveillé. Je me revois fermant la porte du bunker pour la première fois, entendant les cris à l'extérieur, les bruits d'effondrement. Je me rappelle le poids écrasant de cette décision. Protéger ma famille à tout prix, mais savoir que j'abandonnais peut-être le reste du monde. Marie fait tout pour sauver les apparences. Elle s'accroche à l'illusion d'une vie normale pour Thomas, inventant des jeux, transformant les calculs de rations en énigmes. Parfois, elle fredonne une berceuse qu'elle chantait avant tout cela, mais sa voix se brise souvent avant la fin. Je vois dans ses yeux qu'elle lutte autant que moi. Nous nous accrochons à de petits riens pour ne pas sombrer. Les disputes, étrangement, sont devenues une routine. Qui a pris trop d'eau ? Pourquoi ai-je laissé le générateur tourner aussi longtemps ? Thomas, lui, reste dans un silence presque effrayant. Il était plein de vie avant, toujours à poser des questions, à courir partout. Aujourd'hui, il observe tout, mais ne dit rien. Ses yeux semblent avoir vieilli de plusieurs années. Il me regarde parfois,
comme s'il cherchait à comprendre pourquoi je ne fais pas plus pour nous sauver. Je sais que Marie me reproche en silence mes choix. Elle ne le dit pas, mais ses gestes parlent pour elle. Elle trie et retrie nos maigres provisions comme si elle pouvait les faire durer éternellement. Son sourire, quand il apparaît, est triste, forcé. Elle ne me blâme pas directement, mais je ressens tout de même le poids de son jugement. Parfois, Thomas s'endort avec son carnet de dessins dans les mains, des croquis maladroits d'animaux ou de scènes d'un monde extérieur qu'il ne verra peut-être plus jamais. Voir ces pages me remplit de chagrin, mais aussi d'une étrange forme de détermination. Si je peux lui donner une chance, je dois la saisir, quel qu'en soit le prix. Nous manquons de tout. Les boîtes de conserve ne suffisent plus. L'eau, que je pensais suffisante pour plusieurs semaines, commence à manquer. Et ce n'est pas le pire. Le filtre de notre système de ventilation, une installation bricolée avec des moyens dérisoires, est endommagé. L'air devient lourd, étouffant. Un rappel constant de notre emprisonnement sous terre. Je suis confronté à un dilemme insurmontable. Sortir et risquer de m'exposer à ce qu'il y a là-haut, ou rester ici et les voir mourir lentement. Chaque instant d'inaction semble une trahison envers eux. Le silence du bunker amplifie tout. Chaque raclement de gorge, chaque bruit de pas résonne comme un coup de marteau. L'air vicié me donne des maux de tête constants et je vois les mêmes symptômes chez Marie et Thomas. Ils ne le disent pas, mais je sais qu'ils commencent à suffoquer. Les jours s'étirent et les nuits sont interminables. L'obscurité, seulement percée par les lumières vacillantes, semble se refermer sur nous. Nous sommes pris au piège, non seulement par ces murs de béton, mais aussi par notre peur et notre incertitude. Chaque minute qui passe rend l'éventualité d'une sortie encore plus terrifiante. Je passe mes nuits à retourner les mêmes questions. Ai-je été trop arrogant, trop aveugle, un refuge plus grand, des réserves mieux planifiées? Je revois sans cesse mes erreurs. Je me sens comme un naufragé à la dérive, incapable de guider ma famille vers un rivage. Je regarde Thomas et son regard implorant me déchire le cœur. Il ne comprend pas encore l'ampleur du danger, mais il sait que quelque chose cloche. Marie essaie de cacher ses peurs, mais je vois ses mains trembler quand elle trie les restes de nos provisions. Je dois agir, mais le temps joue contre nous. La culpabilité m'étouffe presque autant que l'air vicié. Chaque fois que Thomas me demande si tout va redevenir comme avant, je lui mens. Je lui dis que oui, alors qu'au fond de moi, je doute. Mon propre espoir s'érode, mais je m'accroche parce qu'ils ont besoin que j'y croie, au moins un peu. Quand je ferme les yeux, je m'imagine à l'extérieur, bravant les ruines, trouvant miraculeusement de quoi les nourrir et les sauver. Mais ces visions sont vite remplacées par des cauchemars. La radiation, les dangers invisibles, l'idée de ne jamais revenir. Ce matin, Marie m'a regardé longuement, sans dire un mot. Elle voulait que je comprenne qu'elle avait peur pour moi. Son silence était plus éloquent que toutes les paroles qu'elle aurait pu prononcer. Thomas jouait à quelques mètres, absorbé dans ses pensées. Il a levé les yeux, comme pour me demander des réponses que je n'avais pas. Le regard de Marie portait le poids d'une décision que je devais prendre seule. Elle savait que j'envisageais de partir. Je savais qu'elle voulait que je reste. Mais entre rester et mourir, ou partir avec une chance, même infime, de les sauver, mon choix était déjà fait. Le contact de sa main sur mon bras avant que je ne détourne les yeux disait tout. Elle ne voulait pas me retenir, mais elle craignait que ce soit la dernière fois qu'elle me voie. En fouillant dans le bunker, j'ai retrouvé une vieille hache rouillée, un souvenir de mon père. Il disait toujours qu'un bon outil pouvait sauver une vie. Quand j'étais enfant, il m'avait appris à construire des abris, à trouver de l'eau potable. Ces souvenirs que j'avais laissés s'effacer avec le temps reviennent aujourd'hui comme une bouée de sauvetage. J'ai attrapé la hache, quelques vêtements épais et une lampe torche. C'était tout ce que je pouvais prendre. Chaque élément comptait. En repliant les manches de mon manteau, j'ai pensé à ces leçons que je n'avais jamais vraiment prises au sérieux. Je me suis souvenu des promenades avec lui dans la forêt, où il me montrait comment lire les signes de la nature. Ces souvenirs semblaient si lointains, mais ils étaient tout ce que j'avais à quoi me raccrocher pour ce qui m'attendait. La nuit est tombée. Je suis debout devant la porte du bunker. Marie m'a regardé, les yeux pleins de larmes, elle n'a rien dit. Je savais ce qu'elle pensait. Avant de partir, j'ai griffonné une lettre pour Thomas. Si je ne revenais pas, il devait savoir que je les aimais plus que tout. J'ai ouvert la porte. L'air glacé de la nuit m'a frappé comme une gifle. Le silence était oppressant. Je me suis retourné une dernière fois pour les regarder avant de disparaître dans l'obscurité. Le premier pas dehors était terrifiant. L'air semblait brûler ma peau, même si je savais que c'était probablement mon imagination. Je fixais la route devant moi, chaque pas un défi, chaque bruit un rappel de ce qui pourrait se cacher dans l'ombre. Chaque pas dehors était une épreuve.
J'avais préparé une liste mentale des endroits où chercher. L'épicerie du coin, les ruines de la mairie et peut-être l'entrepôt humanitaire que je croyais encore intact. Mon carnet contenait des croquis maladroits, des notes griffonnées dans la panique. Je progressais lentement, la hache prête à frapper au moindre bruit. La nuit était noire, seulement percée par la faible lueur de ma lampe torche. L'angoisse montait à chaque pas. Le vent soufflait autour de moi, portant des sons indistincts qui me faisaient sursauter. Chaque ombre semblait vivante, chaque bâtiment en ruine abritant peut-être des réponses ou des dangers. Je sentais mes muscles tendus, prêts à réagir au moindre mouvement. En passant près d'une maison voisine, j'ai remarqué une faible lumière filtrant par une fenêtre barricadée. Je frappai doucement. Un homme armé m'a ouvert. Son visage était tendu, plein de méfiance. Il m'a parlé d'un entrepôt humanitaire à quelques kilomètres. Il m'avait averti que tout le monde n'était pas digne de confiance là-dehors. Je l'ai remercié et repris ma route. Chaque pas me rapprochait du danger, mais aussi, je l'espérais, de la solution. Les paroles de l'homme résonnaient en moi. Je ne savais pas si je devais m'inquiéter davantage des radiations ou des survivants désespérés. Son regard hantait mes pensées. Avait-il lui aussi une famille cachée dans l'ombre? Était-il aussi désespéré que moi?